À quelques kilomètres des pyramides, un archéologue français s'apprête à faire une découverte exceptionnelle. Ces ouvriers viennent de dégager des murs de briques qui délimitent un puits vertical, pour l'instant totalement rempli de sable. Sous nos pieds, ça peut descendre à 4, 5, 6, je ne sais pas combien de mètres. Donc pour l'instant, je peux seulement imaginer. Et quand on verra ce que c'est, ben là, on va dire, voilà, il y a quelque chose ou il n'y a pas. Ce Français d'origine bulgare s'appelle Vassil Dobrev. Cela fait 15 ans qu'il fouille le désert à la recherche de tombeaux de l'ancienne Égypte. Mais des découvertes comme celle d'aujourd'hui, l'archéologue les compte sur les doigts d'une main, car ce puits est particulièrement spectaculaire. Il descend sur 10 mètres de profondeur au cœur du désert. Soudain, au fond, une cavité apparaît. Voilà ce qu'espérait Vassil, l'entrée d'une tombe, fermée depuis l'Antiquité. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Il y a une chambre creusée dans la montagne. Ça c'est... Ah oui, oula. Tout est décoré. Hein. Ah, c'est beau, hein. Et Abdo, t'as شايف؟ Tout est en bas. Ah, ça c'est beau, ça. Vassil vient de dégager l'entrée d'un caveau funéraire dont le plafond s'est en partie effondré. D'après leur style, ces motifs ont été peints plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, on peut que rêver, là. Pour vous, c'est un grand moment? Ah oui, oui, parce que c'est pour la première fois que sur ce site-là, on trouve une chambre décorée en bas. Les couleurs sont quasiment intactes après plus de 4 millénaires sous le sable. Et bien là, on est content, hein. Là, on est content. Allez, les gars, yalla. Mais pour découvrir le contenu de la tombe, il va falloir patienter. On va fermer avec des blocs pour que des voleurs ne puissent pas descendre et aller casser les blocs qui sont à l'intérieur. Voilà, on sécurise provisoirement. C'est frustrant, mais Vassil n'a pas d'autre choix que de sceller la tombe pour la nuit. Son nom, ainsi que celui d'Abdou, l'inspecteur égyptien responsable de la fouille, sont inscrits sur le mur qui ferme l'accès à la découverte. Voilà, c'est une espèce de signature de... Quand les voleurs vont me dire « Ah, j'ai peur, oui, c'est Abdou, c'est le jour. » Je ne peux pas le toucher parce qu'il l'a déjà vu. S'il voit mon nom, c'est fini, il s'en va. Cap sur une destination qui regorge de trésors et où les archéologues du monde entier ne cessent de faire des trouvailles. Comme il y a 2 mois, cet égyptologue britannique qui annonce avoir découvert un passage secret dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que l'une de ces entrées mène à la tombe de la reine Néfertiti. Vassil, l'archéologue français, explore les mystères des tombeaux oubliés. Ah, il s'attaque les chauves-souris, hein. Sous la surface du désert, lui aussi espère bientôt découvrir un caveau inviolé depuis l'Antiquité. Personne n'est rentré à l'intérieur. Ça a peut-être arrivé une fois dans une vie. Hein. Mais depuis la Révolution, les trésors de l'Égypte sont en danger. Le pillage est devenu quotidien. Au pied des pyramides, des voleurs creusent le sol en quête de fortune. La police est débordée. Lève-toi et viens avec moi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une fouille clandestine ici. Pour protéger ces antiquités, l'Égypte construit un musée ultra sécurisé où sont actuellement restaurées des pièces qui n'ont jamais été montrées au public. Pour la première fois, l'intégralité du trésor de Toutankhamon sera exposée. L'Égypte tente de mettre ses trésors à l'abri, mais parviendra-t-elle à faire revenir ses touristes?
Car sur le Nil, les bateaux de croisière sont aujourd'hui quasiment vides. Les rares passagers se frottent les mains. On a l'impression qu'on est vraiment quasiment des pharaons, quoi. Et pour ceux qui ont le privilège de naviguer dans le luxe d'un bateau à vapeur entièrement d'époque, l'expérience est tout simplement magique. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Voyage exceptionnel à la recherche des trésors des pharaons. Les pyramides de Gizeh, sur les hauteurs du Caire, l'un des paysages les plus célèbres du monde. Pourtant, ce matin, il n'y a que quelques dizaines de touristes, dont ce petit groupe de Français. Franchement, il n'y a personne, quoi. On s'attend à voir une foule de gens, tout ça, des entrées, des queues à n'en plus finir. Et finalement, tu arrives là et tu vois personne, tu te dis, mais c'est bizarre, il se passe quelque chose du coup. Ça fait bizarre, mais c'est bien en même temps. On peut faire des photos sans personne. Il y a plus de guides que de touristes, j'ai l'impression. Devant le Sphinx, il y a 4 fois moins de visiteurs qu'avant la révolution de janvier 2011. Un drame pour l'Égypte dont le tourisme est l'une des principales ressources. Mais pour les voyageurs, c'est une aubaine, car en ce moment, les prix sont cassés. Et c'est ce qui a décidé les Français de ce groupe à franchir le pas et à s'offrir le voyage de leurs rêves. Quand j'étais petit, j'ai toujours été fasciné par les pharaons et tout ça, toute la civilisation de ce pays. Après, c'était vraiment pas très cher aussi, 800 € la semaine, voilà, tout compris. Si les touristes sont rares, c'est qu'aujourd'hui l'Égypte fait peur. Il faut dire que l'atmosphère y est un peu particulière. Aux pyramides, impossible de ne pas voir les sentinelles en tenue de combat ou les patrouilles à dos de chameau. Aujourd'hui, 300 policiers sécurisent le site en permanence. Même les chameliers qui promènent les touristes sont systématiquement fouillés et passés au détecteur de métaux ainsi que leurs montures, avant d'être autorisés à rentrer dans le périmètre. Pour leur premier voyage en Égypte, Gabi et Rebecca, 2 étudiantes venues de Melbourne en Australie, ne s'attendaient pas à de telles mesures de sécurité. Les sacs à l'intérieur de la machine, s'il vous plaît. Un par un. Et bienvenue en Égypte. Et Gabi et Rebecca n'ont pas tout remarqué, notamment ce policier en civil armé d'un pistolet mitrailleur qui ne quitte pas leur groupe d'une semelle. Il a pour consigne de rester discret pour ne pas affoler les touristes. Ça vous fait quoi d'avoir un homme qui vous suit partout avec une mitraillette sous sa veste? Il y a un homme avec une mitraillette sous sa veste? Personne ne nous en a parlé. Où il est, ce dingue? Il est juste là. Salut l'ami. Bonjour. Vous n'étiez pas en train de prendre des photos? On pensait que vous étiez un gars d'ici. Non, il est policier. Vous êtes officier de police? Bah oui, il était avec nous dans le bus. Ah bon? Je pensais que les policiers, c'était les gars habillés en blanc. Je n'avais vraiment rien remarqué. Bon, maintenant, on se sent vraiment en sécurité. Ah, carrément. À quelques kilomètres des pyramides, au sud du Caire, comme tous les jours, l'égyptologue Vassil Dobrev prend la route de son chantier. Vassil est l'un des rares archéologues à avoir poursuivi son travail, même au pire moment de la révolution égyptienne. Pour rejoindre sa fouille, il longe la vallée du Nil sur 20 km, jusqu'au site de Saqqara, un cimetière antique situé dans le désert. Saqqara, c'est le très grand cimetière de la capitale égyptienne. Si on peut comparer avec la France, avec Paris, c'est comme Père-Lachaise. La capitale des pharaons, Memphis, était située ici, à l'emplacement de cette vaste palmeraie. Aujourd'hui, il n'en reste presque rien. Quant à Saqqara, sans doute le site le plus sacré de l'histoire du pays, il se trouvait juste en face, en surplomb, sur une bande de désert, où furent bâties les premières pyramides d'Égypte. Vassil travaille à cet endroit depuis plus de 20 ans, et c'est aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs de ses secrets. C'est un endroit protégé
exceptionnel, en hauteur. Et c'est pour ça que les rois ont choisi ici pour se faire enterrer. Si on pense égyptien pharaonique, eh bien c'est l'endroit le plus près du soleil. Le soleil, c'est leur dieu, le dieu créateur. Donc si on veut rejoindre, si on veut se rapprocher du soleil, c'est là qu'il faut monter. Vassil a choisi d'installer sa fouille au sommet d'une colline, le point le plus élevé de tout le site de Saqqara. Un chantier où émergent aujourd'hui du désert les vestiges de tombeaux bâtis il y a plus de 4000 ans, des constructions que les anciens Égyptiens appelaient les maisons d'éternité. Ce matin, Vassil va dégager la tombe qu'il vient de découvrir à une dizaine de mètres sous la surface du désert. Sous ses ordres, une cinquantaine d'ouvriers s'activent autour du puits funéraire, mais personne n'est autorisé à pénétrer dans le tombeau avant l'archéologue. Il faut faire le moins possible de vibrations, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a l'anneau sur lequel il y a pas mal de sable, donc il ne faut pas que ça se casse, quoi. Voilà la structure de la tombe que Vassil a mise au jour. Un puits vertical de 10 mètres de profondeur qui conduit au caveau, fait de blocs de calcaire décorés. À l'intérieur, l'archéologue espère découvrir un sarcophage et peut-être une momie et des objets funéraires. Mais avant cela, il va falloir vider la tombe qui est entièrement remplie de gravats. Impossible pour l'instant de savoir ce qui se trouve toujours en dessous. Bientôt, le haut des murs apparaît. Malgré le sable, les couleurs sont intactes et les premières inscriptions livrent rapidement de précieuses indications. Ici, on commence à avoir une formule, c'est la formule d'offrande. C'est le roi qui offre une offrande pour le dieu Anubis, qui est le dieu de la momification. Et c'est au bout seulement de cette ligne qu'on va peut-être avoir le nom et les titres du personnage qui est enterré ici. Voilà, il y a d'autres offrandes qui apparaissent là. Ça, ce sont les pots, les jarres dans lesquels on mettait les huiles. Sans ces huiles, on ne ressuscite pas. Ça, c'est clair, hein. Dans la civilisation égyptienne, ce qui est représenté sur les murs possède un pouvoir magique. Ces cuisses de bœuf, par exemple, permettent aux défunts de s'alimenter dans l'au-delà. Quand on mange de la viande, on est fort. Donc on voudrait bien, dans l'autre vie, être fort. Même jusqu'aujourd'hui, les gens le disent en arabe. Quand on voit quelqu'un de fort, on ne dit pas l'épithète « il est très fort », on dit « il mange de la viande ». Voilà. Vassil pense que ces peintures ont environ 4200 ans. Elles sont pourtant dans un état de conservation remarquable. On peut même voir les maladresses du peintre qui les a réalisées. L'archéologue peut à présent se glisser au fond de la tombe. Il va tenter d'y repérer les hiéroglyphes qui indiquent le nom et la fonction de la personne qui a été enterrée ici. Maintenant, on voit le bout de l'inscription. Prêtre électeur, scribe magicien. Je crois qu'il s'appelle Sabi. Oui, il s'appelle Sabi. Ce qui veut dire? Grosso modo, ma protection, quelque chose comme ça. Ces personnages viennent de ressusciter dans l'histoire, parce qu'on vient de prononcer son nom. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Pour eux, c'était ça la résurrection, c'est ça la vie après la mort. Imaginez l'importance que c'est. Est-ce que quelqu'un va prononcer notre nom en 6000 après notre ère? Comme on est aujourd'hui, 4000 ans après, c'est 6000. Donc personne ne prononcera mon nom, ni votre nom, ni celui du président de la République. On ne les connaîtra même pas. Alors que nous, on vient de prononcer le nom d'un simple prêtre qui s'est fait enterrer ici. Et donc lui, en revanche, lui, il existe. Des gravats se sont accumulés sur ce qui reste du plafond. Il faut les retirer pour éviter l'effondrement. Dans les déblais, une surprise attend l'archéologue. Des objets apparaissent. Un petit couvercle en pierre peinte et une trouvaille encore plus exceptionnelle. Je crois que c'est une statuette. C'est une statuette en bois. C'est plutôt rare des objets comme ça, ouais. Parce que pour que ça se préserve depuis des millénaires, il faut un bon endroit bien fermé, autrement le bois pourrit.
Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne doit pas être là, hein, elle doit être en bas. Oui, parce que là, elle est sur le plafond. Elle est sur le plafond. Quelqu'un l'a pris, l'a jeté derrière, comme ça, sur le plafond. Il faut la placer. Hein. La tombe a donc été pillée dans l'Antiquité. Mais coup de chance, les voleurs ont abandonné plusieurs objets. C'est un petit pont en calcaire. Une pièce toute simple, dont la valeur se compte pourtant en milliers d'euros. Tous ces objets étaient censés aider le défunt à revivre après la mort. Ce sont des vases simulacres, c'est-à-dire qu'ils ont juste une fonction factice. Mais ils représentent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jarres. Là, c'est beaucoup plus petit, mais imaginons que c'est des jarres avec de la bière, avec des liquides, avec des huiles, avec des choses comme ça. Quant à la statue, elle représente sans doute le propriétaire de la tombe. Mais le haut du corps n'a pas résisté. Malheureusement, elle est tout pourrie. On ne peut pas la bouger. Si on la bouge, elle part en poussière. Vous voyez, la tête n'existe plus. Hein. Le bas du corps est parfait, mais la tête n'existe plus. Peu importe que la statuette ne soit pas entière, il faut sauver ce qui peut encore l'être. Ali, le restaurateur de la mission, est appelé pour préserver ce petit bout de bois, sculpté il y a plus de 4000 ans. C'est un produit à la base de cellulose. C'est pour le bois, pour consolider le bois. Soit elle a pourri avec le temps parce qu'elle était dans le sable, elle ne s'est pas bien conservée, soit les voleurs qui sont passés par ici exactement, l'ont peut-être décapité, ils ont enlevé les yeux, tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas se faire reconnaître. Ils avaient peur, quand ils volent quelque chose, que le propriétaire de la tombe, celui qui va ressusciter, qui a déjà peut-être ressuscité, qu'il le voit et qu'il le dénonce. Qu'il dénonce à Osiris. Comme ça, ce voleur, lui qui espère aussi ressusciter un jour, il espère aussi passer comme un bon, quelqu'un de très bien, mais comme ça, notre Sabi va lui dire, mais non, celui-là a volé ma tombe, donc celui-là, il ne peut pas ressusciter. La statue, même très abîmée, est une indication des objets qui se trouvaient dans la tombe au moment de l'enterrement. Pour l'archéologue, c'est donc un témoignage très précieux. Dernière étape, Vassil et ses ouvriers vident le reste de la tombe. Ils ont encore l'espoir de trouver les vestiges du prêtre Sabi, peut-être des restes de sa momie ou de son sarcophage. Mais malheureusement, rien n'a échappé aux pilleurs. Donc là, les choses sont claires. Ça a été entièrement violé. Parce qu'ils trouvent le crâne sous la pierre fracassé. Regardez dans quel état il est. Ça vous rend triste, hein? Bah oui, c'est surtout pour Sabi. Et voilà ce qui reste de lui. Bien que la tombe ait été pillée, les trouvailles d'aujourd'hui sont exceptionnelles. Ce caveau entièrement peint va rejoindre le tableau de chasse de Vassil sur le plateau de Saqqara. Les autres trésors qu'il a découverts se trouvent à quelques mètres de la fouille, sous la surface du désert, dans un lieu fermé à la visite et très sécurisé. Il y a 15 ans, lorsqu'il a commencé à creuser, Vassil a eu la chance du débutant. On est ici avec la première tombe qu'on a découverte en 2001. Et on a eu la chance de tomber tout de suite sur une façade intacte. Une façade qui date de l'Ancien Empire, l'âge d'or de l'Égypte antique, et qui va le mener à d'autres tombeaux, juste à côté. Tous appartiennent à des prêtres, des personnages qui ont passé leur existence au service du pharaon. Vassil, qui lit les hiéroglyphes comme une bande dessinée, a réussi à rentrer dans l'intimité de ces personnages. Donc ici, nous avons un prêtre égyptien. Il était au service d'un pharaon. Et voilà, on est devant sa tombe, devant la façade de sa tombe. Donc c'est sa porte. Ici, sa porte, on rentre, et puis la tombe est derrière. Il s'appelle Pépi. Ça veut dire le roi Pépi est vivant. C'est un peu comme aujourd'hui, si je veux être bien placé, je veux être un bon fonctionnaire de l'État français, je vais m'appeler le président Hollande est vivant. C'est exactement ça. Du coup, je serai bien vu. Hein? Et lui, c'est exactement ça. À côté, c'est sa femme. L'aimée, bien sûr. Il aime son épouse, donc il s'appelle l'aimée.
Oui, mais on a un petit problème. Parce qu'entre les deux, oui, une autre femme. Et elle s'appelle celle qui rend le cœur vivant. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est celle qui rend le cœur vivant. C'est tout un programme. Hein. Et donc, j'imagine, bien sûr, c'est une hypothèse, que c'est peut-être sa maîtresse. Donc, celle qui rend son cœur vivant, bien entendu, une plus jeune hein, que son épouse, bien entendu, c'est le rêve de tout le monde. Et ce rêve qu'il a dans sa vie terrestre, il veut le transposer, il veut que ça continue de l'autre monde. Ces bas-reliefs qui décorent la façade de la tombe sont inestimables. Ils figurent parmi les plus anciennes et les plus belles œuvres découvertes sur le site de Saqqara. Au fond, on a le puits. Et c'est là en bas où se trouve la tombe. Un puits de 9 mètres de profondeur et un caveau en calcaire, sans aucune décoration, qui était vide au moment de sa découverte. Cette sépulture a été pillée pendant l'Antiquité. Toutes ces tombes sont protégées par un plafond de métal et par des trappes sécurisées pour dissuader les voleurs. Le pillage, c'est aujourd'hui la hantise de Vassil. Les objets que l'archéologue vient de découvrir vont tous être mis en sécurité. Vassil et Abdou doivent d'abord les inventorier avec précision. La valeur marchande de tous ces objets se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Ils seront bientôt à l'abri dans les entrepôts du ministère égyptien des Antiquités. On l'enregistre, on le photographie, comme ça il est protégé. L'objet a une identité. Exactement, il a une identité, mais aussi il est connu déjà. Une fois l'objet numéroté, il ne doit pas disparaître. Parce qu'il est, il existe. Le désert de Saqqara regorge donc de trésors, mais aussi de pilleurs, qui sont prêts à tout pour les récupérer. Tout autour de la fouille, Abdou a repéré de nombreuses traces de leur passage. Regardez ce trou. Si vous regardez autour de vous, vous allez en trouver partout. Les pilleurs viennent et creusent des trous partout. Ils sondent et puis ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Vous voyez, ils ont aussi creusé là-bas. À certains endroits, il semble même que les pilleurs aient utilisé des bulldozers. Regardez ça. D'énormes cratères sont apparus à flanc de colline. Ici, dans l'Antiquité, on a creusé des chambres funéraires dans la montagne. Les pilleurs de tombes sont arrivés, ils ont cassé la roche jusqu'à ce qu'ils découvrent ces cavités. Après, ils ont suivi les galeries jusqu'aux tombes. Et ils ont raflé tout ce qu'il y avait dedans. Vous voyez tout le sable qu'ils ont enlevé? D'après Abdou, les pilleurs qui ont creusé ces trous ne seraient autres que certains habitants du village voisin, situé en contrebas, dans la Palmeraie. Abdou en veut pour preuve l'extension sauvage du cimetière local, qui a brusquement envahi le désert en plein site archéologique, en direction des pyramides. Ce que vous voyez là, tous ces murs en briques blanches, ce sont des tombes qui ont été construites par certains habitants du coin après la Révolution, quand c'était le désordre et qu'il n'y avait plus de police. Ce ne sont pas des vraies tombes? Pour la grande majorité, ce ne sont pas de vraies tombes. Ils construisent une pièce, un plafond, une porte, et quand ils sont à l'intérieur, on ne peut pas savoir ce qu'ils font. Ce sont en fait des fouilles clandestines, invisibles depuis l'extérieur. Dans les allées du cimetière, il y a même des traces très récentes du passage des pilleurs. Comme ici, où ils ont sondé le sol avec une machine. Les gens du peuple ont perdu la tête à cause des antiquités. Ils se disent qu'une petite statuette qu'ils peuvent mettre dans leur poche va leur rapporter des millions. En tout cas, aujourd'hui en Égypte, c'est ce que tout le monde pense. À Saqqara, le pillage ne s'arrête pas au cimetière ou au désert. Il peut aussi prendre une forme encore plus étonnante. Ce soir, le commissariat de la police des Antiquités de Saqqara est sur le pied de guerre. J'ai la mitraillette. Je sécurise l'extérieur.
Passe-moi le gilet pare-balles. Ces 20 hommes lourdement armés doivent arrêter des pilleurs. Ils ont été alertés par un informateur qui a repéré des activités suspectes dans une maison située juste au bord du plateau de Saqqara. On bloque toutes les issues pour que personne n'entre ni ne sorte. Le plus important, c'est la sécurité à l'extérieur. C'est compris? Ok, chef. Après quelques minutes de route, les policiers pénètrent dans les ruelles du village d'Abou Sir. On sait aujourd'hui que toutes ces habitations ont été construites sur les vestiges d'un faubourg de Memphis, la capitale des pharaons de l'Ancien Empire. Toute fouille y est interdite. La cible des policiers, c'est une petite épicerie de quartier. À l'intérieur, un vieil homme est en train de faire sa prière. Qu'est-ce que vous voulez? Calme-toi, on a un mandat du procureur de la République. Je ne suis pas opposé à la perquisition. Tu t'appelles bien Mohamed? Oui. Lève-toi et viens avec moi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une fouille clandestine ici. Mais c'est pas chez moi ici. Si, c'est ta maison. Non, monsieur. Ma maison, elle va jusqu'au mur. Derrière, c'est pas ma maison. C'est bon, ça va. Je veux des policiers ici, il est en état d'arrestation. Allez, mets tes sandales et viens avec nous. L'indicateur qui a prévenu la police était très bien renseigné. C'est dans l'autre pièce. Dans la chambre du fond, un puits a été creusé directement dans le sol de la maison. Attention, on recule. Sous cette planche, il y a un vide. C'est une fouille clandestine, très bien cachée. Il a mis ce cylindre en métal pour contenir l'eau tout autour, car avec la pression, ça risquait de s'effondrer. Mais le chantier a dû s'interrompre à cause de cette pompe défaillante. D'après nos informations, tout au fond, il est arrivé jusqu'à la porte d'un temple. Il n'a pas pu continuer parce que la nappe phréatique s'est infiltrée et sa pompe est tombée en panne. Il n'avait pas les moyens de se payer une deuxième pompe, alors il a proposé à certaines personnes d'acheter la maison en l'état pour 20 millions de livres. 20 millions de livres, soit plus de 2 millions d'euros. La fièvre de l'or s'est emparée des riverains des sites pharaoniques. Ils n'ont rien découvert? Non, ils n'ont rien sorti. Grâce à Dieu, on a pu les arrêter à temps. Et voilà la preuve que les pilleurs ont bien trouvé une construction antique. Ces pierres de calcaire taillées qui ont été remontées du puits et qui n'ont rien à faire dans une région au sous-sol sableux. Dans la pièce voisine, la perquisition continue. Voilà le déblai qu'ils ont sorti du puits. Ils l'ont transporté ici pour continuer à fouiller dans la première pièce. Ils l'ont stocké ici pour rester discret? Oui, exactement. Maintenant, il va falloir trier ce tas de déblais pour voir s'il n'y a pas d'objets archéologiques ou des pierres qui pourraient nous donner des informations sur ces vestiges. Allez-y, je vous rejoins. On ne te menotte pas, mais ne fais pas d'histoire. C'est une façon humiliante de sortir de ma maison pour un homme comme moi. Foutez-moi la paix! On va juste te poser 2-3 questions. Le propriétaire est interpellé, ainsi que son neveu, le seul autre homme présent dans la maison. Tous deux risquent jusqu'à 3 ans de prison. Je ne suis pas un criminel. La maison va être confisquée et placée sous scellé, en attendant que le service des antiquités explore le puits. Ces petits pilleurs qui rêvent de fortune sont souvent les seuls à payer. Les réseaux organisés de trafiquants, eux, restent largement impunis. En Égypte, les antiquités ne sont jamais vraiment à l'abri. Même les musées peuvent être la cible des pilleurs. La célèbre place Tahrir, au centre du Caire. C'est ici que la révolution a éclaté, et elle a failli faire disparaître ce que le pays a de plus précieux, le musée des antiquités égyptiennes. Dans ce bâtiment, construit en 1902 par un architecte français, sont exposés les plus beaux joyaux de l'Égypte ancienne, à commencer par le trésor de Toutankhamon. En janvier 2011, le musée du Caire se retrouve au cœur de la révolte. La nuit tombe sur la place Tahrir, la situation est en train d'échapper à tout contrôle. Lorsqu'en direct à la télévision,
un homme va lancer un cri d'alarme. Je suis avec le réalisateur Khaled Youssef, qui a vu un groupe qui dévalisait une banque juste à côté du musée. Et maintenant, il a peur que ce groupe parvienne à s'introduire dans le musée pour le piller. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Je m'adresse à l'armée pour qu'elle vienne immédiatement au musée égyptien pour le protéger. Khaled Youssef est un réalisateur de cinéma connu dans tout le pays. Des milliers d'Égyptiens vont entendre son appel. Je demande aux gens de ne pas respecter le couvre-feu et d'occuper le terrain jusqu'à ce que l'armée arrive. Peu importe qu'on nous frappe, il y a des choses plus nobles que notre sang. Si notre musée est attaqué, ça va finir comme les pillages qui ont eu lieu en Irak pendant la guerre. Immédiatement, une chaîne humaine s'organise autour du musée. Pendant 14 jours, des milliers de volontaires vont se relayer pour monter la garde. Vous êtes là pour protéger le musée? Oui. Et vous avez passé toute la journée ici? Oui. Et la nuit dernière aussi. 4 ans après la Révolution, Khaled Youssef n'oublie pas cette nuit qui a fait de lui un héros. Une notoriété qui lui vaut d'être régulièrement arrêté par des admirateurs. C'est ici que j'ai vécu le moment le plus important de ma vie. La plupart des gens qui m'interpellent aujourd'hui ne me connaissaient pas avant. Et ils me disent « On t'a vu à la télé pendant la Révolution. C'est toi qui pleurais en disant « Sauvez le musée du Caire ». Voilà les merveilles que Khaled Youssef a contribué à protéger. 160 000 objets découverts dans toute l'Égypte. Des statues, du mobilier funéraire finement sculpté et recouvert d'or fin, des momies ou encore des bijoux royaux à la valeur inestimable. Tous ces trésors sont exposés dans des salles vétustes, où les conditions de sécurité n'ont pas beaucoup changé depuis l'ouverture du musée, il y a plus d'un siècle. Les vitrines sont en bois, et le verre n'est même pas blindé. J'étais là au moment de la Révolution. Je vous ai vu à la télé. Voici le chef des gardiens du musée. Lorsque Khaled Youssef a lancé son appel, lui et son équipe étaient en train de se faire déborder par les pillards dans la boutique du musée. Comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Le chef de la sécurité n'a pas pu empêcher d'autres voleurs d'accéder aux salles d'exposition en passant par les toits. Ils sont entrés par là. Où ça? Là-haut? Ils ont réussi à sauter? Non, ils se sont servis de câbles téléphoniques. Ils sont tombés ici, sur la vitrine. Elle a cassé, et du coup, il y en a un qui s'est blessé. Vous voyez la trace de sang ici? Les voleurs fracturent plusieurs vitrines et emportent 52 pièces de grande valeur, comme ces statues de bois doré que la police finira par retrouver brisées en plusieurs morceaux. Certaines ont pu être complètement restaurées. Quelques mètres plus loin, les pillards atteignent l'entrée de la salle qui abrite le trésor le plus célèbre d'Égypte, celui du pharaon Toutankhamon. Là, il y a de l'or. Ici, pas de porte blindée, ni de détecteur de mouvement. À la fermeture du musée, en fin de journée, on ferme les 2 portes. Et on verrouille avec la chaîne. Le jour du pillage, cette simple chaîne a pourtant suffi à sauver le célèbre masque funéraire de Toutankhamon, 11 kilos d'or pur et de pierres semi-précieuses. Dans la salle également, 2 sarcophages dorés qui protégeaient la momie du souverain, ainsi que de nombreux bijoux trouvés sur la dépouille de Toutankhamon, le seul pharaon de l'histoire dont la sépulture soit restée inviolée jusqu'à sa découverte en 1922. Imaginez ce que penserait le monde si le masque de Toutankhamon, une pièce vieille de plus de 3000 ans, disparaissait. Comment on se serait justifié vis-à-vis de l'humanité de ne pas avoir su protéger une antiquité aussi importante? La police a finalement arrêté plus d'une dizaine de pilleurs
et retrouvé plus de la moitié des pièces volées au musée ce jour-là. Pour mettre son patrimoine archéologique à l'abri, l'Égypte a lancé un gigantesque projet. Chaque semaine, un convoi quitte le musée du Caire sous haute surveillance. Dans cette caisse, des antiquités pharaoniques qui vont discrètement traverser la ville. Escortés par une dizaine de policiers dans des voitures banalisées. Direction le nouveau grand musée égyptien, actuellement en construction dans la banlieue du Caire. Un chantier de près d'1 milliard d'euros pour ce qui doit être le plus vaste musée d'antiquité du monde. 600 mètres de longueur, au pied des pyramides de Gizeh. Cette construction de béton aux allures de forteresse, ce sont les zones de stockage du musée. Ces entrepôts sont ultra sécurisés. La présence d'une caméra y est exceptionnelle. C'est le directeur du musée lui-même qui a suivi la conception et l'avancée des travaux. Ce musée a été testé contre les explosions et contre les intrusions. C'est un bunker conçu pour accueillir le patrimoine de l'humanité que l'Égypte a le devoir de protéger. C'est également ici que se trouvent les laboratoires de restauration d'antiquités les plus modernes du pays. La qualité de l'air ambiant y est contrôlée en permanence pour ne pas détériorer les objets qui s'y trouvent. Voici l'un des lits du pharaon Toutankhamon. Il est fait de bois et recouvert d'or. Comme chaque pièce qui arrive ici, ce lit nécessitera des dizaines d'heures de restauration avant de pouvoir être exposé. Comme vous le voyez, nous travaillons sur des matières organiques, le bois ou les fibres naturelles, qui ont près de 3500 ans. Cela veut dire qu'ils sont parfois dans un état critique. Et notre personnel a pour mission de prolonger leur vie et de les préparer pour une exposition future. Ce lit sur lequel le pharaon a peut-être dormi n'a encore jamais été montré au public. Et le grand musée promet de plonger le visiteur dans l'intimité de Toutankhamon, avec cette collection de linge et de sous-vêtements en lin lui ayant appartenu. Tout a été retrouvé intact dans sa tombe. Pour la première fois, l'intégralité des objets qui ont été trouvés dans la tombe de Toutankhamon sera exposée. Jusqu'à présent, le public ne connaissait qu'un tiers environ de ce qui a été découvert. Maintenant, l'ensemble des 4500 objets de la tombe sera exposé ici. C'est dans cette salle, la plus sécurisée de tout le musée, que ces milliers d'objets jamais montrés au public sont entreposés. Ils apportent un éclairage inédit sur le quotidien de Toutankhamon il y a plus de 3000 ans. Mobilier, barques funéraires miniatures, boîtes à provisions et même différentes sortes de fruits et de graines dans un état de conservation étonnant. Il y a aussi ces boomerangs de chasse incrustés au nom du pharaon. Ou encore les sandales de Toutankhamon. La technique de fabrication de ces sandales, comme ce sont des objets royaux, est très soignée. Leur degré de perfection surpasse celui de n'importe quelle sandale fabriquée aujourd'hui avec des machines industrielles. Les découvertes les plus émouvantes du trésor de Toutankhamon sont pour l'instant conservées dans ces 2 boîtes en carton. Et voici un triste épisode de l'histoire de Toutankhamon. Ces 2 fœtus de petites filles mortes avant terme qui ont été enterrées avec lui dans sa tombe. 2 petites momies qui sont sans doute les filles du pharaon. Pour la première fois, elles seront exposées dans notre grand musée égyptien, comme partie intégrante du trésor complet de Toutankhamon. Mais le chantier du plus grand musée archéologique du monde a pris du retard et l'inauguration n'est pas prévue avant 2018. Les touristes ne sont pas prêts de le visiter, alors en attendant, ils se rabattent sur un grand classique. À 600 km au sud du Caire, entre Luxor et Assouan, voici le circuit incontournable pour ceux qui veulent explorer l'Égypte des pharaons. La croisière sur le Nil.
5 jours de navigation à la découverte des principaux monuments de la Haute-Égypte. Des paysages à couper le souffle. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de monde pour en profiter. Avant la révolution de 2011, 600 000 Français visitaient le pays chaque année. Aujourd'hui, ils sont 4 fois moins nombreux. Parmi eux, il y a Catherine et Xavier. Elle est professeure de lycée, il est agent de maîtrise chez EDF, et tous deux ont voulu faire découvrir l'Égypte à leurs 2 enfants, Marianne et Antoine. Ça fait très longtemps qu'on voulait y aller, même en tant que gamin, je pense. Hein. L'Égypte, ça fait rêver dans les livres d'histoire. On n'a qu'une seule envie, c'est s'y rendre. Et on s'est dit, c'est l'occasion jamais. Première journée de croisière et déjà un avant-goût du folklore local. De chaque côté du bateau, des vendeurs de tissus se sont accrochés et tentent d'attirer l'attention des touristes. C'est un abordage, on appelle ça, non? C'est un abordage. Vous avez vu l'équilibre qu'il a parce qu'il détruit son étole, là. C'est étonnant, hein? Je trouve ça assez rigolo, mais je suis pas très brochée shopping fluvial. Je préfère essayer sur place tranquillement. Non, thanks. Non, shukran. Il ne pas. Il lâchera pas. Pourtant, quelques instants plus tard, Xavier se laisse tenter par cet ensemble traditionnel. Mais remarque, c'est beau hein, quand même, hein? Non? Ah, c'est 50 €. Ah non. Non. 15 € de ristourne, mais Xavier n'est toujours pas convaincu. Le vendeur se rabat sur d'autres cibles. Et voilà comment les clients peuvent voir la marchandise de près. Oh la vache. Waouh. L'argent, attention, l'argent du nom, madame. 20 Oh la vache, L'argent, on va la mettre dans la là-bas. Il m'a dit 2 pour 20 €. Un souvenir d'Égypte pour ma fille. C'est une bonne affaire. Faut les aider un petit peu, ça leur donne un petit peu d'espoir. Pour que le tourisme au moins y revient. On va mettre l'argent dans le sac. L'argent de la vente va faire le chemin en sens inverse. Mais pour les vendeurs du Nil, les affaires n'ont jamais été aussi mauvaises qu'aujourd'hui. Car le Sémiramis II, qui transporte la famille de Catherine et Xavier, est aujourd'hui l'un des seuls hôtels flottants qui continuent de naviguer sur le Nil. Et le bateau est loin d'être plein. D'ordinaire, il peut accueillir jusqu'à 140 passagers, mais cette semaine, il n'y a que 80 touristes, dont une moitié de Français. Catherine, Xavier et leurs 2 enfants ont donc pu choisir leur cabine. Allez, dans la cabine, les loulous. Elles sont situées juste l'une en face de l'autre. Allez, chaton, hop. Bienvenue dans notre cabine. Ici, c'est la cabine des garçons, donc mon fils et moi. Vous avez fait garçon-fille? Voilà, on a fait garçon-fille. Ça permet, entre mon fils et moi, de se retrouver un petit peu entre garçons. Voilà. Alors lui, il regarde la télé derrière. Et moi, j'ai une télé, c'est celle-ci. Et ça, je m'en lasse pas. Voilà. Une fenêtre avec vue sur le Nil. Donc ça, c'est le lit de Marianne. Mon lit à moi, voilà. Et de grandes cabines récemment refaites, un confort comparable à celui d'un 3 étoiles. Mais ce qui a surtout séduit la famille de Xavier, c'est le prix cassé du séjour. On a payé 640 € par personne, tout compris. Billet d'avion, la cabine, le bateau, la restauration, matin, midi et soir, bien sûr. Soit au total 2500 € la croisière d'une semaine pour 4 personnes, vol compris. Avec un petit cœur. Hein? Thank you, yes. Des tarifs imbattables. Mais les tours opérateurs n'ont pas le choix. Car en ce moment, l'Égypte est une destination qui inquiète. Les passagers du Sémiramis ont souvent dû vaincre les réticences de leur entourage avant de partir. C'est le cas de Stéphanie, une mère de famille venue seule avec ses 2 enfants
Louise, 15 ans, et Paul, 11 ans. On m'a dit que c'était vraiment une folie de partir en Égypte. La petite blague était de toutes les façons, t'as pas payé trop cher puisque t'auras pas le retour. Voilà, donc c'est le genre de blague qu'on vous dit lorsque vous dites partir en Égypte. Donc du coup, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et là, effectivement, tout est fait pour vous empêcher d'y aller. C'est très anxiogène en fait, ce qui a été créé. Un contexte sécuritaire tendu qui, sur le Sémiramis, se traduit par la présence d'un policier armé dans le poste de pilotage, loin des yeux des touristes. Mais pour Stéphanie, la méfiance qu'inspire l'Égypte en ce moment a paradoxalement été un argument dans son choix de venir ici. On est tout seul, donc vous bénéficiez d'un prix hyper attractif. Vos enfants sont super heureux. Il y a plein d'autres enfants sur le bateau, donc c'est ambiance vraiment vacances. Et en plus, on bénéficie d'une histoire ultra riche. Sur le navire, les passagers ne sont pas seulement venus ici pour faire du farniente. Le programme du groupe est plutôt chargé, au moins une escale par jour, pour visiter des sites archéologiques. La destination d'aujourd'hui, le temple de Philae, l'un des joyaux du Nil. On prend le bateau là, c'est ça? Ouais. Il est situé sur une île, à une dizaine de kilomètres au sud d'Assouan. Pour s'y rendre, il faut prendre un petit bateau sur lequel des vendeurs de souvenirs sont en embuscade. 2 €, je pense que c'est 2 €. Attends, je remets sous. Maman, c'est les chameaux. Tu préfères lequel? Je sais pas. Je préfère les gars. C'est du plastique. 2 secondes, faut que je réfléchisse. Accaparés par les vendeurs, nos touristes n'ont pas vraiment le temps de profiter de la vue. Le temple de Philae est l'un des mieux conservés d'Égypte. Son style est typique de la toute dernière dynastie qui régna sur le pays, celle de la reine Cléopâtre. Bon, on va peut-être faire les visites parce que la négo ça va là. Ok, alors attends. Stéphanie et ses enfants ont un peu de mal à prendre congé des vendeurs. 4 €? Non, c'est du plastique. C'est du plastique. C'est de la pierre. Ah bon, il a dit que c'était du plastique. Non plastique. Non. Ok. Attends, on va être en retard. Non plastique. Ok. After, in the return, ok, thank you, à tout à l'heure. Après l'agitation de la traversée, c'est une toute autre atmosphère qui attend les visiteurs à l'intérieur du site. Ah, c'est extraordinaire. Franchement, incroyable. Parce que souvent, ce qu'on reproche aux visites, c'est d'être les uns sur les autres. Stéphanie était déjà venue ici il y a 20 ans. Le calme qui règne aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle a connu à l'époque. On arrivait à l'entrée, on avait des dizaines de cars, il y avait des dizaines de bateaux. Voilà, c'était un peu comme Versailles ou des lieux comme ça très courus par les touristes. Le temple a été construit en l'honneur d'Isis, la principale déesse de l'ancienne Égypte. À l'intérieur, il est presque intact. Pour Catherine, Xavier et leurs enfants, impossible de résister au charme du lieu. On a l'impression d'être seul au monde. On a l'impression qu'on est vraiment quasiment des pharaons, quoi. Donc ça, c'est super chouette. Un voyage dans le temps dans des conditions privilégiées qui va se conclure par une petite prière à Isis, au cœur de son sanctuaire. Ah, ça, c'est joli, hein. C'est beau. Allez, on va se faire une prière pour conjurer le mauvais œil. Isis, la grande magicienne, nous sommes venus vous adorer, et on s'engage à ne plus poser des questions à notre guide. Ah, il nous a eu jusqu'au bout, là. Fin de la journée et retour sur le Sémiramis, où après le repas du soir au self-service, les touristes vont avoir droit à un grand classique des croisières sur le Nil, la soirée Djellaba. Une soirée à laquelle les passagers sont invités à participer en se déguisant. C'est aussi l'occasion pour la boutique du bateau de faire de bonnes affaires. C'est une belle... faut un beau truc. En proposant ses costumes typiques. Paul et Louise, les enfants de Stéphanie, sont venus faire leur choix. Boy and girl. Ou or girl. Boy. Boy pour garçon. Or girl. T'aimes bien? Elle est jolie. Moi j'aime bien. Une djellaba couverte de hiéroglyphes dorés, 15 €. Ah, c'est sympathique. Et pour 3 € de plus,
la coiffe traditionnelle du désert. Ah, c'est super, c'est énorme. Essayez, s'il vous plaît. À la glace. Fais voir, regarde-moi. Ah, t'es énorme. C'est génial. Je suis pas pour danser, là. Dans la salle de bal du navire, la fête bat son plein. Musique traditionnelle et derviche tourneur. Une ambiance à laquelle Paul, dans son nouveau costume, ne va pas résister bien longtemps. Il est accro à la danse, il adore, il tripe. C'est assez naturel chez lui. La soirée ne va pas s'éterniser, car demain, nos touristes vont poursuivre leur périple le long du Nil. Et leur programme est très chargé. Ce tourisme de masse qui faisait vivre toute la Haute-Égypte est devenu totalement sinistré. Avant 2011, 300 navires identiques aux Sémiramis naviguaient sur le Nil en permanence. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une trentaine. Un effondrement aux conséquences dramatiques. Le long du fleuve, des dizaines de bateaux, autrefois pris d'assaut par les touristes, sont à quai depuis 5 ans. Ceux-là appartiennent à une compagnie égyptienne qui travaillait avec des tours opérateurs français, allemands et britanniques. Avant la Révolution, Agag, le responsable de la compagnie à Luxor, accueillait jusqu'à 800 touristes par semaine sur ses 7 bateaux. Il est aujourd'hui condamné à les regarder rouiller. Nous sommes sur un bateau qui s'appelle Da Vinci. Il compte 65 cabines. Ce navire est à quai depuis la Révolution. Sur le Da Vinci, le temps s'est figé il y a 4 ans. Au mur, les clichés d'une soirée djellaba, des Britanniques photographiés début 2011. Il était alors impossible d'imaginer que seulement quelques semaines plus tard, tout allait s'arrêter. Ce sont les photos du dernier groupe qui a voyagé à bord de ce bateau. Avant, il y avait des groupes qui partaient, qui arrivaient, un équipage qui travaillait. Il y avait une vie et aujourd'hui, c'est sinistre comme une caverne. Dans les cabines, rien n'a bougé ou presque. Comme si les prochains touristes étaient sur le point d'embarquer. Les cabines sont encore fonctionnelles, mais avant il faudrait faire le ménage, ça fait longtemps que ce n'a pas été fait. Il y a de la poussière partout. Si les chambres sont encore en état, 5 années d'abandon ont déjà causé au Da Vinci des dégâts considérables. Pour s'en rendre compte, il faut monter sur le pont supérieur. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée partout. Regardez dans quel état sont les tables et les chaises. La piscine est dans un état catastrophique. C'est un cauchemar. Pour remettre ces bateaux dans l'état dans lequel ils étaient avant la Révolution, il faudrait des centaines de milliers d'euros pour repartir. Pas question d'investir dans une rénovation alors qu'il n'y a plus de touristes. Et la compagnie continue de perdre de l'argent tous les jours car il faut payer les salaires d'une quinzaine de marins qui ne sont là que pour faire du gardiennage. Le bateau est abandonné, mais il y a des marins qui restent ici pour le garder et l'entretenir. Je vais vous montrer l'endroit où ils vivent. Bonjour. Voilà un marin dans sa cabine. Voilà leur lit. Ils payent des salaires et ça nous coûte cher. Mais si on ne le faisait pas, les bateaux risqueraient d'être dépouillés. Aujourd'hui, 90% des bateaux de croisière du Nil sont à quai faute de clients. Et les touristes ne semblent pas décidés à revenir en masse. Retour près du Caire,
au pied des pyramides du désert de Saqqara. L'archéologue français Vassil Dobrev attaque une nouvelle phase de sa campagne de fouilles. Depuis 15 ans, Vassil se concentre sur une petite surface, un chantier de 50 mètres de côté qu'il explore méthodiquement. Et s'il s'est installé ici, ça n'est pas par hasard. Ici, c'est Père Lachaise. C'est le Père Lachaise. Mais exactement, c'est le cimetière principal, comme à Paris, Père Lachaise sur 3000 ans. Ce cimetière est un vrai filon pour les archéologues. Vassil vient justement de découvrir une tombe impressionnante, la plus vaste jamais trouvée ici. Cette structure de 12 mètres de côté, ce sont les fondations d'un mastaba, un grand tombeau de briques qui abritait une multitude de puits funéraires. Chacun d'entre eux peut potentiellement mener à un caveau souterrain et à de nouveaux trésors. Mais en surface, l'archéologue a aussi découvert plusieurs squelettes qui ont été enterrés sur le mastaba plus de 1000 ans après sa construction. On a un squelette ici, mais il peut très bien être placé sur un autre squelette. Un jour, je me rappelle, j'ai trouvé 5 squelettes les uns en dessous de l'autre, les autres. L'étude des squelettes, c'est l'affaire de Diane, l'anthropologue du chantier. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle est venue travailler avec son fils Victor, 2 ans et demi, et déjà une vocation d'archéologue. Il est beau. Il est beau. Il est beau, mon squelette. Ah ouais. Tu le trouves pas mal? Oh, il a des yeux. Il a des yeux? Ouais. Il a des yeux, le squelette. C'est plus... Vous lui avez expliqué ce que vous faisiez et ce que vous trouviez? Je lui ai donné les mots. Hein, donc il sait que ce sont des ossements, des os, ça s'appelle un squelette. Je pense, pour l'instant, il ne sait pas que c'est ce qu'il a sous la peau, c'est ça qu'on trouve après. Il est encore peut-être un peu petit pour conceptualiser le fait qu'une fois qu'on est mort, voilà, il reste ça après. Et voici l'homme qui est chargé de faire les relevés de la mission. Il s'appelle Olivier et c'est le père de Victor. Il est au grand air, il est dehors. La plupart des enfants à cet âge-là sont en crèche toute la journée. Bon, ben lui, il est avec ses parents dehors, dans le désert, sur un chantier archéologique. C'est pas tous les enfants qui peuvent participer à ce genre d'aventure. Ça, c'est quoi? Où elle est la truelle? Là. Ah bah, merci. Un peu plus loin, les ouvriers ont appelé Vassil car leurs outils viennent de buter contre un gros bloc de calcaire qui n'a rien à faire là. C'est le couvercle d'un sarcophage en pierre. Il est encore scellé. Il est encore fermé parce qu'on a l'enduit, vous voyez. Là, c'est le couvercle ici. Là, c'est l'enduit qui le scelle. Et en bas, ça va être la cuve. Un sarcophage encore scellé. Sur le chantier, l'excitation monte d'un cran. Car à l'intérieur se trouve peut-être encore une momie. L'ouverture d'un sarcophage, c'est donc toujours un moment fort pour un archéologue. Allez, maintenant, on va l'ouvrir. Non, c'est pas une vraie momie. C'est juste enveloppé d'un... C'est ça. Mais c'est pas une momie, mais c'est très intéressant. D'abord, c'est une immature, entre 15 et 18 ans. Comment vous savez ça? Quand les troisièmes molaires ne sont pas encore sortis, ça, plus les épiphyses qui ne sont pas soudées sur les os longs, bon, tout ça, ça nous montre que c'est encore un jeune adolescent. À la différence d'une momie, le corps n'a pas été embaumé pour le préserver, mais simplement enveloppé de bandelettes. C'est déjà le signe d'un enterrement particulièrement soigné. Pour étudier le squelette et tenter de comprendre les causes de la mort, Diane va les retirer. C'était du lin, probablement, en plusieurs épaisseurs. Il y a vraiment une grande quantité de bandelettes qui sont enroulées autour du corps. Pas d'objet dans cette sépulture, mais pour Vassil, chaque découverte lui en apprend un peu plus sur la façon dont les Égyptiens envisageaient la mort. Une chose très importante en Égypte ancienne, on ne disait pas il est mort. Ils vont dire son souffle s'est envolé. Il est sorti du corps.
Eux, ils ont besoin d'un corps pour que le souffle puisse retourner dans le corps. Donc pour le préserver, il fallait le momifier. Cette obsession de la vie après la mort était celle de toute la société égyptienne, à commencer par le pharaon, qui disposait d'une tombe hors du commun. La pyramide voisine, qui appartient au roi Djoser, a presque 5000 ans. C'est le plus ancien monument de pierre de l'histoire de l'humanité. Sa restauration a brutalement été interrompue à la Révolution il y a 5 ans. Aujourd'hui, exceptionnellement, Vassil et Diane ont été autorisés à monter jusqu'au sommet grâce à cet échafaudage laissé en place à l'arrêt des travaux. Wow. D'ici, on peut admirer toute l'histoire de l'ancien empire. Giza, c'est magnifique. Au nord, le plateau de Gizeh et les célèbres pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Au sud, les 2 pyramides du pharaon Snéfrou, le père de Khéops. Et tout autour, une multitude d'autres édifices plus ou moins bien conservés. C'est vraiment magnifique. C'est la première fois que je monte en haut d'une pyramide. Ah oui, il faut faire un peu. C'est quand même assez rare. Et pas n'importe laquelle, la première. Non, c'est magnifique. C'est un bon début. Ici, ça a commencé. On est monté des 10 mètres à 60 mètres. Là, on était à 105 mètres, mais quand même 2 grandes pyramides. Et là-bas, on était allé à 147. C'est un peu comme une compétition entre eux. C'est-à-dire, l'idée était de rejoindre quand même le soleil. Plus haut tu es, plus près du soleil. Là, quand même, c'est beaucoup plus près du soleil qu'en bas. Aujourd'hui, on dénombre environ 120 pyramides en Égypte. Un magnifique terrain de jeu pour les archéologues. Fin de la journée de travail. C'est dans la voiture de Vassil que toute la famille rentre au Caire. Diane et Olivier sont arrivés en Égypte fin 2010, juste avant la Révolution. Malgré les troubles, ils ont choisi de rester pour vivre pleinement leur passion de l'Égypte ancienne. Je vais mettre là. Allez, Vasco. Allez, salut. Allez, à demain. Bonne soirée. Au revoir, Vasco. Ciao. Aujourd'hui, ils sont installés dans un quartier résidentiel au sud du Caire. Un appartement confortable de 200 mètres carrés, loin de la frénésie du centre-ville. Le Caire compte aujourd'hui plus de 16 millions d'habitants. Une mégalopole impressionnante, dans laquelle Victor se sent pourtant comme un poisson dans l'eau. Tu m'attends quand même? Il est né au Caire, dans une petite clinique. Ouais, il est chez lui. Mais ici, dans le quartier, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème dans la rue en marchant avec lui. Au contraire, les gens en général sont très gentils, surtout dès qu'il y a un petit. Bonjour. Il faut dire que Victor commence à être connu dans le quartier. Ouais. Alors Victor, qu'est-ce qu'on achète? Regarde. Tu veux des fraises, Victor? Tu prends les fraises? Merci. Les commerçants se sont attachés à ce petit Français qu'ils voient régulièrement. Ça va bien? Ils font tout pour lui faire plaisir. Tu en veux pas? Tu veux pas? Non, je veux pas. C'est bien? Bah, salam. Excellence. Allez, excellence, dis au revoir. Bye bye. Et le papa, et le maman. Non, ça c'est pour moi. Cool. Si Diane est à l'aise dans son quartier, elle hésite cependant à s'éloigner de son appartement depuis la Révolution. Il y a des endroits où on n'ira pas, ça c'est sûr. Il y a des endroits où on allait avant et où on n'ira plus, en tout cas pour l'instant. Le Caire islamique, tout le quartier du Caire islamique, peut-être que ça craint rien du tout, c'est possible, hein, mais effectivement, bon, on préfère ne pas y aller. Le centre-ville, la place Tahrir, tout ça, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une manifestation, même si c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont un peu plus réglementées, mais enfin bon, il y a eu quand même pas mal de problèmes autour de la place Tahrir. En tout cas pour Victor, pour moi, dans le quartier, ouais, ça va. Malgré la situation parfois instable en Égypte, Diane ne prévoit pas de rentrer en France pour le moment. Le lendemain, au pied de ce qui est sans doute la plus mystérieuse des pyramides d'Égypte, le tombeau de Snéfrou, le père de Khéops, 105 mètres de haut. Strictement fermé au public, il est très rare de pouvoir y pénétrer, même pour un égyptologue. Vassil n'a pu l'explorer que 4 fois depuis le début de sa carrière.
Pour lui, toutes les autres pyramides n'ont fait que copier les principes qui ont été inventés ici il y a 4700 ans. Ça, c'est le couloir qui descend vers les entrailles de la pyramide, vers la première chambre. Et là, on a 70 mètres. Et on doit se pencher énormément parce que c'est à peine 1 mètre sur 1 mètre pratiquement. Hein. Et donc, quelque part, quand on rentre vers le tombeau du pharaon, on doit se plier. On va utiliser l'encoche. Pour accéder au cœur de la pyramide, il faut franchir de nombreux obstacles. Il y a toujours des chauves-souris, par milliers. Hein. Vassil progresse par une série de galeries de plus en plus étroites. Oups. Ah, ça tape les chauves-souris. Hein. Là, ça monte tout droit. Une architecture complexe dont personne n'a jamais vraiment compris la logique. À quoi ça sert? Je sais pas. Ça va du haut et ça descend, je sais pas où. Il y a encore peut-être une autre chambre à trouver. Après une demi-heure d'exploration, Vassil parvient enfin dans ce qui fut autrefois la chambre funéraire du pharaon. Une chambre mystère, car contrairement aux autres pyramides d'Égypte, elle était à sa découverte, totalement vide. Il y a un principe qu'il devait y avoir un sarcophage, mais on ne l'a pas. On n'a jamais trouvé de sarcophage pour Snéfrou. Les pyramides fonctionnaient comme des machines à résurrection. Le roi renaissait dans son tombeau, puis montait vers le ciel par ce long couloir, toujours dirigé vers le nord. C'est sans doute par là, dans l'Antiquité, que les pilleurs se sont glissés pour s'emparer des objets de valeur du pharaon. Cette règle pour les pyramides est aussi leur faiblesse. Hein, parce que les voleurs, par la suite, ils savaient parfaitement que pour entrer dans une pyramide, il faut aller au centre de la face, au milieu de la face nord, et chercher le couloir qui descend dans la pyramide. C'est pour ça que les rois suivants ont changé. Ils ont commencé à mettre des faux couloirs, des couloirs à l'est, des couloirs au sud, des couloirs à l'ouest, pour tromper les voleurs. Malgré leur ingéniosité, les pharaons ont rarement réussi à mettre leurs trésors à l'abri des voleurs. Toutankhamon est le seul à y être parvenu. Sur le Nil, la nuit a été très courte pour les passagers du Sémiramis. Stéphanie et ses enfants se sont levés aux aurores pour aller voir un temple édifié par le célèbre Ramsès II. Quelle heure il est là? Il est 3h moins le quart, je pense. 2h30. Vous allez faire quoi? On part à Abou Simbel, visiter le temple, à 250 km au sud en fait, en car. Pourquoi c'est aussi tôt? Parce qu'il faut y être en fait pour le lever du soleil. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, c'est un peu dur. J'ai 5 minutes pour prendre un café en fait. Oreiller sous le bras pour dormir dans le bus, une quarantaine de courageux ont payé 90 € par personne pour aller visiter le célèbre temple d'Abou Simbel. Bon, chers amis, le bonjour à tous, le bonjour à toutes. Est-ce que ça va tout le monde? C'est dur un peu, mais vous n'allez pas regretter. Ce matin, on va admirer le plus beau temple. On le considère comme le plus beau temple que vous allez admirer cette semaine. Pour visiter Abou Simbel, les touristes venus de plusieurs bateaux doivent voyager en convoi d'une vingtaine de bus qui vont partir d'Assouan et rouler en plein désert durant 4 heures jusqu'à la frontière soudanaise, à l'extrême sud du pays. Dans le groupe, nous retrouvons Catherine, Xavier et leurs enfants. Un peu étonnés par le déploiement de forces matinales, 40 policiers seront affectés à la sécurité du convoi pour prévenir tout risque d'attentat. Visiblement, on doit se rendre du côté de la frontière soudanaise, si j'ai bien compris. Et c'est à ce titre-là où, visiblement, il faut un certain nombre de forces de sécurité. Et le guide nous disait même que durant le trajet, il était interdit que le bus s'arrête. Ça fait partie de la sécurité, donc c'est vrai qu'on a tout un convoi. Si c'est le prix à payer pour ça, on y va, quoi. À l'insu des touristes, chaque bus est protégé par un policier en civil, armé d'un pistolet mitrailleur. Après 4 heures de route dans le désert, le soleil est déjà levé depuis longtemps quand le convoi atteint les premiers contrôles de sécurité du site d'Abou Simbel.
La visite va s'effectuer au pas de course. 1h30, pas une minute de plus. Un peu court pour apprécier la splendeur de ce temple au bord du lac Nasser. Célèbre pour ses colosses de pierre à l'effigie du pharaon Ramsès II. Ah, bah les voilà, regarde là-bas. Regarde là-bas. Waouh. Regarde là-bas. Ah, ils sont bien cachés, hein. C'est sublime. Waouh. Il y a encore 50 ans, ce lac n'existait pas et le temple était situé 65 mètres plus bas. Condamné à être submergé par la construction d'un grand barrage électrique sur le Nil, le temple et ses colosses ont été démontés dans les années 60. L'opération de sauvetage archéologique la plus spectaculaire de tous les temps. À la scie, les ouvriers ont découpé plus d'1 millier de morceaux qui ont été soigneusement numérotés. Les statues ont ensuite été remontées bloc par bloc sur une colline artificielle. Un chantier titanesque, supervisé par l'UNESCO et dirigé par des archéologues français. Imaginez avec moi que le temple était dans l'eau, ils l'ont isolé. Il y avait des blocs qui pesaient entre 8 tonnes et 14 tonnes. Même si on se lève aux aurores, alors là, il y a... c'est retour sur investissement total. La fatigue est complètement estompée, on dormira au retour dans le car. Ramsès II fit édifier ce temple à sa propre gloire. Bon, alors on commence par où? Là? Tout y est disproportionné. Ces statues monumentales, ça écrase, quoi, ça nous écrase complètement. Hein. On est vraiment au pied de Ramsès, il n'y a pas à dire. Hein, voilà, c'est ça. C'est gigantesque, quoi. Ouais. Un souverain omniprésent que l'on voit partout sur les murs. Bah, toi, c'est Ramsès, la fameuse Ramsès. Il est représenté en train de terrasser ses ennemis. Ramsès II a régné pendant 66 ans, jusqu'à sa mort, 1200 ans avant Jésus-Christ. Jamais plus l'Égypte ne sera aussi puissante qu'à son époque. Pour nos touristes, ce voyage est une révélation qui leur fait prendre conscience de l'ampleur et du raffinement atteint par la civilisation égyptienne. Il tient un ennemi également, et là il va le poignarder, je suppose. Hein, on est d'accord ? Mais au programme de la croisière, il n'y a pas seulement des escales culturelles. Pour varier les plaisirs, aujourd'hui, les touristes sont conviés à la visite d'une fabrique de papyrus. Sauf que l'endroit ressemble davantage à une boutique de souvenirs. Pour donner le change à l'entrée, il y a un employé qui fait une démonstration express. Ça, c'est le plante de papyrus, c'est une plante aquatique et tropicale. Et les anciens égyptiens considéraient cette plante comme sacrée. On élève les parties extérieures comme ça. Vous allez nos résultats. Tout d'abord, les lamelles très solides et pas fragiles, pas cassées. Après ça, on met les lamelles dans l'eau pour 6 jours. Ça, c'est après 6 jours dans l'eau, 6 jours sur la presse. Très fort. Après 2 minutes d'explication, le vendeur entre dans le vif du sujet. S'il vous plaît, si vous voulez acheter quelque chose, ça c'est carte pour écrire le numéro de modèle. Car s'il y a bien une chose qui n'a pas changé en Égypte, c'est la tradition d'acheter du papyrus décoré. Ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les religions. Et ça marche, les touristes sont toujours intéressés. Oh non, non, c'est trop gros, on va prendre plus petit. Oh, ouais, merci. Catherine, la professeure, veut en profiter pour apprendre à son fils quelques hiéroglyphes. Vraiment un truc qui te plaise, tu comprends, Antoine? Oh non, ça c'est moche. Alors, on voulait acheter avec Antoine un petit, comment dirais-je, un petit papyrus avec une illustration qui lui plaise et on ajouterait son prénom. Comme ça, ça lui permettra de voir son prénom en symbole égyptien. Quant à Stéphanie, elle a envie d'offrir un cadeau à ses enfants. Bah, j'ai prévu, oui, d'acheter des papyrus, un pour chacun. Mais entre l'abondance de l'offre et les prix affichés en livres égyptiennes, difficile de faire le bon choix. Non, c'est pas facile, mais je préfère les foncés. Ça, je trouve ça magnifique. Faut que je vois. Faut que je calcule un peu. Oui, oui, on a trouvé, ouf. Celui-là. Les price, il y a marqué price. On s'en fiche. Oui, oui, c'est celui-ci, voilà.
En plus, ça, c'est dans les couleurs de ta chambre, donc c'est sympa. En quelques minutes, le prénom d'Antoine est dessiné sur le papyrus et l'encre est séchée en express. Tout est fait pour pousser un peu à... À la consommation, voilà. Complètement. Surtout qu'on est quand même venu ici en se disant on n'achète rien, voilà. Du côté de Stéphanie, la tentation de s'offrir un papyrus est de plus en plus forte. C'est qui ça? Nefertiti. Ah, il est beau celui-là. Mais elle a un peu de mal avec le taux de change. 1200, donc divisé par 8, fois 2. Ah, c'est cher. Divisé par 10 centimes. Non, s'il vous plaît, après réduction, 1080. Ok, donc ça fait combien alors? Pour l'addition, le vendeur préfère entraîner Stéphanie jusqu'à la caisse. On va savoir. 2030 plus 40, 2070. Bon voyage. Merci. Ça fait combien en euros? 258. D'accord. Ah, quand même. Je vais être ruinée en France. 258 € pour 3 papyrus. Ça y est les amis, on y va s'il vous plaît. Une bonne journée pour le guide qui a dû prendre sa commission au passage. En Égypte, il y a des traditions qui ne se perdent pas. Et c'est tant mieux, car certaines ne manquent pas de charme, comme la visite du temple de Luxor à la tombée de la nuit. Ou encore la promenade à dos de dromadaire le long du Nil. C'est excellent la tête. Comme autant des caravanes dans le désert. C'est super beau, hein? Un voyage inoubliable pour ces familles françaises. Super. Génial, hein, franchement. Top expérience. La suite de la promenade risque d'être un peu moins authentique. Yalla, on y va. Yalla, vous connaissez, ça veut dire quoi, Yalla? Yalla, c'est on y va. Yalla, moi. Leur guide les entraîne dans un village typique qui ressemble davantage à un attrape-touriste. Malgré les tentations, Stéphanie est bien décidée cette fois-ci à ne pas se faire avoir. Mais devant les étals débordants d'épices colorées, difficile de garder la tête froide. J'adore. Ouais, c'est ça. Ah, stop. D'accord. Parfait, Qu'est-ce parfait. que vous cherchez encore? Ça prend? Non. Le bois après? Non, c'est tout. Carré. Et là, on ne sait pas le prix à chaque fois. Ah bon? 80. 80 livres, soit 9 € pour un petit sachet d'épices vendu en vrac. Hop. Stéphanie a comme un doute. Demande ça, il y en a 60 livres. 60. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, il n'y a pas de prix. On comprend pas, en fait. Ce qui donne un prix au gramme, et puis finalement, apparemment, c'est pas au gramme, mais ce serait plutôt au 10 grammes. Donc apparemment, je me faisais arnaquer, je payais 10 fois le prix. Donc du coup, j'ai laissé le paquet, ce qui est très mal élevé. Merci. Donc voilà. Parce que quand il fait chaud... Non, mais c'est bon. 50. En une semaine de croisière, nos touristes français ont autant appris sur l'Égypte antique que sur le commerce à l'oriental. Sur le plateau de Saqqara, Vassil a sorti les grands moyens pour faire avancer son chantier de fouilles. Cette grue va permettre de tripler la cadence. L'archéologue est pressé de vider ce puits aux dimensions exceptionnelles, le plus prometteur du tombeau qu'il vient de découvrir. À Saqqara, où les méthodes de fouilles sont entièrement manuelles, l'arrivée d'une grue est un événement. Et les ouvriers sont plus motivés que jamais. À ce rythme-là, le fond est vite atteint, à près de 15 mètres sous la surface.
Plus question d'échelle pour descendre aussi bas. Vassil n'a pas le choix. Il doit embarquer dans cette petite nacelle et il n'est pas très rassuré. Je sais pas. Yal. Au fond, les ouvriers se sont arrêtés à l'entrée d'une chambre funéraire. Et les premiers coups de pinceau sont prometteurs, car elle a l'air intacte. Voilà, c'est ici, c'est le début du creusement pour la chambre, la voûte de la montagne, et elle a été entièrement scellée. On voit bien l'enduit noir, la boue noire, qui a été utilisée pour fermer la chambre qui est derrière. Et là, ça nous montre que personne n'est rentré à l'intérieur depuis l'époque de fermeture de cette pièce. Ça, c'est exceptionnel. Ah oui, ça a peut-être arrivé une fois dans une vie. Hein. Ce que Vassil espère, c'est que la tombe soit fermée depuis l'enterrement, il y a plus de 4000 ans. À l'intérieur pourrait donc se trouver le sarcophage et des objets précieux qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Mais sur la partie gauche, le scellement de la tombe semble avoir été entamé. Et là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Là, il y a quand même un petit trou, un trou. Et les briques ne sont pas en place. Je me pose la question, est-ce que quelqu'un n'est pas descendu dans l'Antiquité comme ça, d'ici, en laissant ça de côté? Vassil pense qu'un pilleur a pu se glisser par cette petite ouverture. Mais aurait-il tout emporté? Pour en avoir le cœur net, il faut dégager l'ouverture. Et dans les gravats, première surprise. Oh, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Un vase miniature en albâtre. Oh là, si c'est comme ça à l'intérieur, mon Dieu. Oh là là. La qualité du travail est quand même magnifique, là. C'est très très joli, très fin, très bien fait. Ça montre une certaine qualité et l'importance du personnage qui est dedans. Homme ou femme, hein, ça on ne sait pas encore. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. La valeur marchande de ce petit vase dépasse la dizaine de milliers d'euros. À partir de cet instant, avec des objets d'aussi petite taille et d'aussi grande valeur, il faut avancer prudemment. Le sable retiré du puits est tamisé pour ne rien laisser passer. L'équipe parvient enfin au niveau de la chambre funéraire. Et bien là, ça commence, voilà. La chambre commence ici, avec l'inscription. Donc la chambre est entièrement décorée et remplie de sable. Vous voyez? Ah oui. Oh là. C'est bien mieux que l'autre. Et ben voilà, encore une autre découverte. Yes, very similar. Et vous êtes gâtés, hein? Ah oui, ça oui, mais c'est bien mieux. Hein. C'est bien meilleur travail, j'arrive pas à voir son nom. C'est un peu loin. C'est beaucoup plus joli. Hein. C'est beaucoup plus joli et c'est vide. Sur le seuil de la tombe, une nouvelle trouvaille, un objet très précieux. C'est une petite tablette. Oui, c'est la tablette qu'on attend. Vous voyez les petits pots qu'on a vus, les petits pots. Peut-être elle était posée dessus. La tablette est gravée et elle donne le nom du défunt. Oui, donc c'est... Ah oui, ça c'est très intéressant. En haut, il y a une petite ligne qui lit de droite à gauche, qui nous donne le propriétaire, Narti Anch, puissant de vie. C'est un tout petit vase, peut-être pour les huiles. Hein. Malheureusement, il est vide. Hein. J'aimerais bien, s'il y avait encore quelques gouttes d'huile pour mettre sur la main, pour sentir, mais bon. À l'intérieur de la tombe, Vassil et Abdou découvrent des céramiques. Elles devaient contenir de la bière, de l'huile et des céréales pour que le défunt puisse s'alimenter après sa résurrection. Voilà, il y a une autre. Tout ça est en place hein, depuis l'Antiquité. On a le bouchon en plâtre. Voilà, on voit bien
La jarre, bah, c'est exactement celle qu'on voit ici. Il y a un bouchon ici, bon, qu'on ne voit pas sur le dessin. On dirait que c'est cette forme-là, à peu près. Bien sûr, là, c'est un peu plus allongé. Mais c'est les jarres, peut-être à huile. Hein. Mélangés au sable, Vassil trouve aussi de minuscules objets, auxquels la plupart d'entre nous n'accorderaient aucune importance. Celui-ci a pourtant un pouvoir magique. C'est ce qu'on appelle le couteau de l'ouverture de la bouche, l'instrument qui permet d'ouvrir la bouche au défunt, celui qui est mort, pour que le souffle de la vie retourne. Son souffle rentre dans la momie pour qu'il puisse revivre. Une nouvelle surprise. C'est une feuille d'or. Très très mince, c'est un travail magnifique. Un vestige des bijoux sans doute déposés auprès du défunt au moment de l'enterrement, comme ce collier, représenté sur les murs de la tombe. Mais ça, c'est quand même bien la preuve. Dans la tombe, il y avait des objets dorés d'une grande valeur. La mission de Vassil est financée par la France, mais toutes ces découvertes appartiennent à l'Égypte et resteront dans le pays. Certaines seront sans doute exposées dans les musées du Caire. Une belle réussite, même si l'archéologue ne peut s'empêcher de continuer à rêver de découvrir un jour une tombe intacte. Pour nous, c'est très important. Si un jour on trouve une tombe inviolée, ben là, ça serait vraiment le top du top. C'est le maximum qu'on puisse espérer. Mais bon, ça peut arriver, c'est pas obligé. Dernière précaution avant de quitter la fouille. Vassil fait sceller le puits avec des portes blindées faites sur mesure. De quoi empêcher les voleurs de piller ses trésors. Voilà, ça ferme bien. Loin du tourisme de masse, le Nil offre une parenthèse hors du temps. Voici le Soudan, l'unique bateau à vapeur qui navigue sur le fleuve. Construit en 1921, il appartient aujourd'hui à un voyagiste français qui propose des croisières de luxe. 67 membres d'équipage pour seulement 23 cabines. Un service haut de gamme, supervisé dans le moindre détail par Amir, le directeur du bateau. Malgré la crise qui touche l'industrie touristique, la compagnie d'Amir n'a jamais cessé de faire naviguer le Soudan, même à perte. Si nous avons même un seul client, on fait le croisière. Les réputations, le respect de nos clients, c'est ça l'image de notre agence, de notre bateau. Ça arrive beaucoup de fois que le bateau navigue, même de Luxor jusqu'à Assouan, avec un client, deux clients, et on fait le même service. Cette semaine, il n'y a que 12 passagers sur le Soudan. Amir accueille chacun d'eux personnellement. Les derniers arrivants, ce couple de Français, Caroline et son mari Michael. Amir, le directeur du bateau. Moi et toute mon équipe, on va être toujours disponible et toujours à votre service sur le 24 heures sur 24 heures. De mon cœur, je vous souhaite bon séjour et très bon croisière. Merci à vous, à la votre santé. Merci, c'est assez magique, hein. C'est un bateau qui est chargé d'un passé. Enfin, en tout cas, ça a été très très bien arrangé. Et puis, je sais pas, c'est un peu mythique, quoi. Caroline et Michael sont venus se plonger dans l'atmosphère des débuts du tourisme en Égypte, à l'époque d'Agatha Christie. La reine du polar a d'ailleurs voyagé sur le Soudan en 1933, une croisière qui l'inspira pour son roman « Mort sur le Nil ». Ah, c'est assez incroyable, ce bois, puis c'est vraiment patiné. Hein. Depuis, les cabines n'ont pas beaucoup changé. Ah. Oui, c'est assez étonnant, un lit comme ça dans une cabine de bateau. Il y a un côté authentique, différent. Décalé, mais avec un certain confort. Une grande baignoire. L'attraction principale du navire se trouve sur le pont inférieur, une salle des machines ouverte au regard. Le mazout a remplacé le charbon, mais toute la mécanique est d'origine, avec les contraintes de l'époque. Comme il y a un siècle,
un machiniste doit graisser les pistons toutes les demi-heures pour protéger les éléments de la casse. Je pense qu'on est capable de rester là 1 heure, juste à regarder le mouvement. C'est un peu addictif comme sensation, c'est drôle. Hein. « 17h, l'heure du thé sur le Soudan. À l'origine, c'était un bateau anglais qui offrait bien sûr un standing impeccable à ses passagers. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est ce qu'on aime en plus du reste. C'est-à-dire que le côté un petit peu anglais, avec les petits détails qui vont bien, le personnel qui est extrêmement sympa. Ça, c'est le plus de la croisière et le plus de ce bateau en particulier, parce que je pense qu'il y a d'autres bateaux qui n'offrent pas ça. Une croisière de rêve et un prix qui n'a pas baissé depuis la Révolution. Pour 2, on doit être autour de 5 000 €, tout compris. Pour une semaine. Pour une semaine. C'est le prix d'une certaine exception, avec du personnel qui est qualifié, avec une attention, avec des petits plus que l'on vit au niveau du bateau, qui semblent expliquer le prix sans problème. Les conditions sont exceptionnelles, car le bateau est quasiment vide. Une situation qui risque de durer en raison des menaces qui pèsent encore aujourd'hui sur l'Égypte et sur ses trésors.